Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'aider à obtenir ton permis de construire ou ta déclaration préalable de travaux rapidement, en évitant de faire les erreurs les plus courantes. Alors avant cela, laisse-moi me présenter. Je suis diplômée d'un master en urbanisme et je possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. J'ai travaillé en bureau d'études et aussi en collectivité territoriale. J'ai traité des milliers de dossiers d'urbanisme réglementaire et aujourd'hui j'ai décidé de t'aider à te sortir de cette jungle administrative. En effet, un projet de construction, c'est souvent long, complexe, et ça constitue vraiment un projet de vie. Alors, on va examiner les erreurs les plus courantes que l'on peut rencontrer en instruction. Donc, une des erreurs que l'on rencontre, c'est d'utiliser la mauvaise procédure. Alors, ça peut paraître simple, mais voilà, en urbanisme, on a plusieurs types d'autorisations qui vont se caractériser en fonction de l'importance du projet. Alors, il faut savoir qu'il y a certains projets qui ne sont pas soumis à formalité. Ensuite, nous avons des projets qui vont être soumis à déclaration préalable de travaux. Alors, généralement, on dit que ça concerne les petits projets. On a les projets qui sont soumis à permis de construire. Ensuite, on a les permis d'aménager qui vont essentiellement concerner les lotissements, vraiment pour résumer. Et puis, de façon plus marginale, nous avons les permis de démolir. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement m'attacher aux projets les plus courants qui sont déposés par les particuliers, donc à savoir les DP, donc déclaration préalable, et les PC, permis de construire. Donc là, j'ai essayé de synthétiser, on va dire, les différentes formalités en fonction des projets les plus courants. Alors, par exemple, si vous avez un projet par rapport à votre toiture, réfection de toiture, là, on sera plutôt en DP, déclaration préalable. En ce moment, pas mal de dépôts de panneaux photovoltaïques. Là aussi, vous devez faire une DP. Vous ne posez pas vos panneaux sans rien demander. De manière générale, tout ce qui va en fait modifier en fait l'aspect extérieur de votre construction, généralement, vous devez déposer une demande d'urbanisme. Les Velux, même traitement. Pour tout ce qui va concerner les façades, ravalement de façade, création de fenêtres, modification des menuiseries, on passera par une DP. Pour les clôtures et portails, généralement, dans votre règlement d'urbanisme, la commune soumet ces travaux au dépôt d'une déclaration préalable. Pour les garages, alors, en dessous de 5 mètres carrés, aucune formalité. Bon, évidemment, là, à part pour déposer quelques vélos, on est limité. En dessous de 20 mètres carrés, ce sera une déclaration préalable. Au-delà de 20 mètres carrés, un permis de construire. À savoir, si vous faites votre garage dans la continuité immédiate de la construction principale et que vous vous situez en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme, le seuil passe à 40 mètres carrés. C'est-à-dire qu'en delà de 40 mètres carrés, on peut rester dans la procédure de déclaration préalable. Au-delà, ce sera un permis de construire. Et chose à savoir, la transformation d'un garage en pièce à vivre, quelle que soit sa surface, vous aurez une simple déclaration préalable à déposer. En ce qui concerne les terrasses non couvertes, alors quand elles sont de plein pied, vous n'avez pas de formalité à effectuer. Pareil, si elles sont surélevées et inférieures à 5 mètres carrés, vraiment du coup une petite terrasse, une faible emprise, aucune formalité. Si elles sont surélevées et inférieures à 20 mètres carrés d'emprise, là ce sera une DP. Surélevées et supérieures à 20 mètres carrés, vous passerez sur un permis de construire. Pour les vérandas, en dessous de 5 mètres carrés, aucune formalité. En dessous de 20 mètres carrés, une DP. Au-delà de 20 mètres carrés, un permis de construire. Même chose que pour les garages. Si on est dans une zone U d'un PLU, le seuil sera rehaussé à 40 mètres carrés. Pour les abris de jardin, donc en dessous de 5 mètres carrés, aucune formalité. Jusqu'à 20 mètres carrés, vous déposez une DP. Et au-delà, un permis de construire. Donc là, la rehausse du seuil de 40 mètres carrés ne vaut que pour les constructions édifiées dans l'extension, dans la continuité de la construction principale. Un abri-jardin, généralement, c'est discontinu. Donc vous êtes soumis en fait au seuil de 20 mètres carrés. Alors il y a une chose à savoir. Si vous rêvez d'une piscine, si vous souhaitez faire une petite piscine, il est possible
de se passer de formalités. Alors évidemment, il y aura une petite exception que je vous détaillerai après. Donc si votre piscine a un bassin égal ou inférieur à 10 mètres carrés, vous pouvez vous passer de formalités d'urbanisme. Cependant, ça ne vous empêche pas de déroger en fait aux règles d'urbanisme. Si par exemple, dans votre PLU, on vous demande de vous reculer de 3 mètres par rapport aux limites des voisins, aux limites séparatives, il faudra respecter les règles d'urbanisme. Alors, la petite particularité, l'exception dont je parlais, c'est si votre terrain se situe dans un site patrimonial, dans un site classé ou aux abords de monuments historiques, là, vous devrez faire votre déclaration préalable. Alors, j'ai déjà évoqué le cas du PLU. Donc, la deuxième erreur, c'est de ne pas tenir compte du plan local d'urbanisme. Le PLU, ça va vraiment être votre cadre de référence. Il va contenir un règlement avec des articles qui vont vraiment fixer ce que vous pouvez faire ou pas faire. Donc, plus globalement, le PLU, c'est un document administratif qui va planifier le développement d'une commune sur un horizon généralement de 10 à 15 ans. Donc, c'est vraiment primordial, en fait, de prendre connaissance de ce document. Ça vous permettra, en fait, vraiment de coller au mieux à ce qui est attendu par le PLU. Donc, on va détailler un à un, en fait, les différents articles que peuvent composer un PLU. Ils ne sont pas forcément tous réglementés, mais vous pouvez rencontrer tous ces articles. Donc voilà, on a notre règlement. Donc généralement, on a tout ce qui va être interdit. Donc à bien regarder. Tout ce qui va être autorisé avec des conditions particulières. Vous avez aussi un règlement, un article qui va traiter des conditions d'accès. Si par exemple, on vous demande un accès avec une largeur minimale de 3 mètres, 4 mètres. Ensuite, un article qui va traiter des réseaux publics, du raccordement au réseau, eau potable, assainissement, est-ce qu'on se branche au collectif, est-ce qu'il faut se doter d'un système d'assainissement autonome. Et très important, la gestion des eaux pluviales. Alors ça, surtout, ne l'oubliez pas dans vos plans, dans votre notice, toujours indiquer comment vous allez gérer vos eaux pluviales, puisque votre construction, elle va générer une emprise au sol, une imperméabilisation. Une imperméabilisation, donc comment je gère mes eaux pluviales. Ensuite, l'implantation par rapport aux limites séparatives, par rapport à vos voisins. Est-ce que c'est minimum 3 mètres? Est-ce que je peux m'implanter en limite? Sous quelles conditions de hauteur, etc. L'implantation de votre construction par rapport aux voies et aux emprises publiques. L'implantation sur un même terrain, c'est-à-dire est-ce que votre PLU va vous dire entre deux constructions, on demande au moins 3 mètres. L'emprise au sol, donc qui va être la projection verticale de votre bâtiment par rapport à votre terrain. La hauteur des constructions, en général, ils sont fixés à un maximum, donc par rapport au terrain naturel. L'aspect extérieur des constructions, donc là seront évoquées toutes les dispositions en termes architectural, les toitures, les types de tuiles, les enduits, etc., les façades, les clôtures. Ensuite, la réglementation par rapport au stationnement. Et tout ce qui a trait en fait aux espaces verts, aux espaces qui doivent rester perméables, aux plantations à effectuer. Nouvellement, les performances énergétiques et environnementales. Et puis tout ce qui a trait aux communications numériques. Voilà, donc là on a balayé tous les différents articles que peuvent composer un règlement de PLU. Vraiment à regarder finement. Troisième erreur, donc c'est de ne pas utiliser le bon formulaire CERFA en vigueur. Donc quand vous déposez une demande d'urbanisme, généralement vous avez le CERFA, qui est on va dire le document purement administratif, avec différentes cases à cocher. Donc ça fera à remplir. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos pour que je puisse vous orienter, vous guider comment bien remplir vos formulaires CERFA. Donc déjà, il faut réussir à trouver le formulaire en vigueur.
Donc ces derniers mois, on a eu une succession de changements de formulaire. Donc c'est vrai que c'était assez difficile de savoir quel était le bon dossier à choisir. Donc moi, je vous invite à consulter le site servicepublic.fr où là, vous pourrez trouver logiquement tous les formulaires CERFA en vigueur. Si vous déposez votre dossier de manière dématérialisée sur un guichet unique d'urbanisme, en principe, vous n'aurez pas de souci, le formulaire en vigueur sera disponible. Si vous déposez à l'ancienne, on va dire, en formulaire, en dossier papier, là, je vous invite vraiment à être très vigilant. Ensuite, la 4e erreur à ne pas commettre, voilà, une fois que vous avez trouvé votre bon formulaire, ce serait dommage de ne pas le signer. En effet, le manque de signature va aboutir à une demande de complétude du dossier. En soi, c'est facile de rectifier, mais ça constitue une perte de temps pour au final pas grand-chose. Si vous déposez de manière numérique, là, il n'y a pas à se dématérialiser, pas ce souci-là. Donc enfin, on arrive à la dernière erreur, une des erreurs les plus fréquentes constatées. Là, c'est le fait d'oublier certaines pièces obligatoires. Donc en déclaration préalable, c'est assez simple. À minima, ce qui est obligatoire à fournir, c'est un plan de situation, en plus du formulaire CERFA dont on vient de parler. Donc le plan de situation, c'est assez simple, ça peut se présenter sous un plan cadastral qui va permettre à l'instructeur de localiser votre parcelle. En permis de construire, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe. Donc on va vous demander aussi un plan de situation, un plan de masse, donc qui va représenter en fait l'intégralité de votre parcelle, les constructions qui font l'objet de la demande d'urbanisme, mais il faudra aussi matérialiser tout un tas d'éléments, notamment le raccordement au réseau, les constructions déjà existantes. Il faudra également faire figurer les cotes de dimension, les cotes d'implantation, etc. Tout ça fera l'objet de prochaines vidéos. Vous devez fournir un plan à coupe du terrain et de la construction, une notice pour décrire le terrain, mais aussi le projet de construction. Un plan des façades et des toitures, donc n'oubliez pas de fournir le plan de toutes les façades à venir. Un document graphique, donc qui va permettre d'imaginer, en fait, d'apprécier l'insertion architecturale du projet dans son environnement. Et puis les 2 dernières pièces, c'est une photographie de près dans le terrain et une photographie que vous prendrez une perspective un petit peu plus lointaine. Donc vraiment, faites attention de bien donner au moins à minima toutes ces pièces obligatoires. Sinon, votre dossier fera l'objet d'une demande de complétude, ce qui va entraîner pour vous une perte de temps et parfois d'argent. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire et à bientôt pour d'autres vidéos.